Alors, Marco Geber, aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va commencer une saga. On va essayer de raconter comment s'est développée la littérature belge d'expression française depuis le départ de la Belgique, mais même un petit peu avant, parce que vous insistez toujours, c'est pas 1830, il faut commencer à 1815. 1815, c'est la bataille de Waterloo. Et les puissances décident en fait de reconstituer, en gros, les États originaires de Charles Quint, c'est-à-dire le Luxembourg, qui n'est pas encore autonome à l'époque, la Belgique, parce que la France a annexé, et les Pays-Bas, et d'en faire, sous l'autorité du roi de Hollande, qui a participé à la bataille de Waterloo, un État tampon, mais important, entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Mais ce qui est curieux quand même, c'est qu'on forme un État avec des calvinistes hollandais d'un côté qui parlent le néerlandais, avec une partie, disons, des Belges, entre guillemets, qui eux sont chrétiens, enfin catholiques, qui parlent le français. Non mais c'est ça évidemment la folie du Congrès de Vienne. En fait, ça va durer 15 ans, quoi. Ça va durer 15 ans. Alors, si on fait une analyse objective, au niveau économique, en gros, ça marche. C'était assez bien, oui. Ces Belges ne sont pas vraiment dangereux. Accordons-le leur indépendance. Et en plus, l'armée hollandaise est la plus nulle d'Europe. Je ne parle pas de la marine, mais l'armée hollandaise est vraiment nullissime. Elle s'est fait, ramasser par des types qui avaient des armes ridicules et des femmes qui avaient des casseroles. Ce que je trouve amusant, c'est qu'en 1830, les Belges, ça c'était l'époque, évidemment, se disaient il nous faut un roi. Parce qu'on ne peut pas imaginer un État sans roi, ou alors on a une république. Ça a été discuté. Ça a été discuté. Ben oui, ils cherchent un roi partout et ils trouvent... Il y a eu plusieurs hypothèses. Après que les princes du sang, parce que les Lignes et les Croÿ et les Mérodes se désistent. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça réussisse. Tout ça est très intéressant. Ce sont des Belges, ceux-là. Hein? Oui, mais ils auraient pu dire on prend. C'était à la limite dans la logique de l'histoire de nos pays. Ils ont eu la trouille, quoi. On prend bien sûr d'abord l'hypothèse française, c'est dans la logique, puisqu'en plus on s'est battu contre la tentative d'imposition du néerlandais, c'est-à-dire une descendance de Louis-Philippe, mais bien sûr ça les Anglais n'en veulent pas. Et donc on choisit un petit prince allemand, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui a connu toute l'Europe, qui a été aide de camp du Tsar, qui a connu Bonaparte, enfin, qui connaît toute l'Europe, qui ne vient pas d'un grand État, donc qui ne peut pas servir des causes particulières. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il décide à ce moment-là, il décide que le français devient la langue nationale. Donc du coup, tous les Flamands sont pratiquement obligés d'apprendre le français, et c'est vers cette époque que naît ce fameux bouquin qui est une Bible pour les Flamands, qui est de Leeuw van Vlaanderen, donc le lion de Flandre, de Hendrik Conscience. Et puis voilà, est-ce que les francophones étaient conscients qu'en Flandre, il y avait un auteur qui avait écrit quelque chose d'aussi important? Il était plus que vous ne le pensez. Il y a évidemment littérature francophone, littérature flamande, mais ce que toute la Belgique lit dans les deux langues, c'est Hendrik Conscience. Ah bon? C'est-à-dire que les livres de Conscience... Même du côté francophone? Évidemment. Mais tant qu'on ne racontera pas ça, on ne comprendra rien à la Belgique. Les livres de Conscience sont immédiatement traduits, oui. Et toute la bourgeoisie francophone lit Hendrik Conscience. 1830, 1840, 1850, dans l'esprit des gens, la grande littérature française, c'est Victor Hugo, c'est Balzac, hein, mais aussi un très grand intérêt pour tout ce qui vient de Germanie. La première chose qu'on ne dit pas assez, c'est que l'histoire du Premier règne, en dehors de Conscience, c'est l'histoire de la contrefaçon. Ah bon? C'est-à-dire que jusqu'en 1852, les Belges, qui ont toujours un certain sens des affaires, publient, comme on dirait le livre de poche aujourd'hui. C'est-à-dire sans payer les droits d'auteur, de façon beaucoup moins onéreuse, tous les grands classiques français récents de l'époque, c'est-à-dire Victor Hugo, Nerval, et toute l'Europe, au fin fond du royaume des deux Siciles, on lit Stendhal, on lit Balzac, ça, à partir de la contrefaçon belge, qui circule sans droit et qui est moins cher. C'était des plagiats aussi, hein? Oui, mais bon. Est-ce qu'on parle de moque?
Alors, Mox, ça c'est très intéressant. Parce que lui, il écrit avant 1800. Il y a un livre assez miraculeux qui s'appelle Le Gueux de Mer, Oui. ou, le sous-titre est important, La Belgique, sous le duc d'Albe. Et c'est un livre léger, mais au sens... enfin, il n'est pas lourd à lire, mais la langue est très fluide. Je trouve qu'aujourd'hui, ça se lit encore... ça n'a pas le génie de Coster, mais ça se lit très bien. Au fond, elle est intéressante, cette littérature. Même si on parle... Elle est intéressante historiquement. Historiquement, oui. Et il y a 2-3 textes... Et moins sur le plan littéraire. Non, Mock, je trouve que Le Gueux de Mer n'a pas vieilli. Enfin, oui. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très beau livre. On va lire un extrait d'ailleurs. On va demander à Amandine de nous lire un extrait. Ce serait très, très bien. Moi, ce que j'ai trouvé curieux aussi, c'est que les premiers auteurs dont on parle à l'époque, que je ne connaissais absolument pas, mais qu'on cite, il y avait bien entendu Van Hasselt et Westenrath. Ce sont des gens qui en fait étaient flamands, qui ont écrit en français alors que leur langue de famille c'était le flamand, et ils sont de Maastricht tous les deux. D'ailleurs, ils ont passé à l'université de Liège. Aujourd'hui, ils seraient hollandais. Mais ce fameux Van Hasselt, c'était un des grands plagiaires dont vous avez parlé tantôt. Hein. Bah oui, je veux dire. Il a carrément plagié des textes complets. Van Hasselt se donne une mission. Il était ici d'ailleurs, à la Bibliothèque Royale. Hein. Oui, d'éducateur en prose. Il n'a pas fait avec des proses, mais il y a quand même énormément de livres à travers lesquels Van Hasselt va essayer, comme Mock, sauf qu'il n'est pas historien, d'apprendre aux Belges leur histoire. Westenrath, c'est extraordinaire, écrit un livre qui s'appelle Le Remorqueur, oui. qui est une célébration du chemin de fer, puisque la Belgique produit le premier chemin de fer sur le continent, qui est écrit dans des alexandrins, je ne vais pas dire comme Racine les écrivait, puisque Racine c'est mieux à ce niveau-là, mais c'est des alexandrins. Et puis il y avait aussi quelques dramaturges. Hein, c'est très important. Édouard Wacken. Wacken, c'est le grand. De l'époque, en tout cas, il était... Oui, enfin, de l'époque. Il était célèbre. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il est mort à l'âge de 42 ans de la tuberculose, je crois. Donc il a eu une période assez courte. Wacken est un de ceux qui a toujours été considéré comme un des plus originaux. Bon, c'est vrai qu'il est mort jeune. Et il va quand même réussir à écrire une ou deux pièces qui, je trouve un peu comme Le Gueux de Mer, continue d'avoir un tremblement qu'on peut entendre aujourd'hui. Hélène de Tournon est l'histoire d'une grande dame de la noblesse française qui soupire pour Don Juan d'Autriche. Et c'est pas Hernani, c'est pas les Burgraves, mais ça se lit. Mais il était très influencé par des Allemands, hein, comme Friedrich von Schiller ou bien Heinrich Heine, etc. Hein. Ça, c'est la Belgique. De toute façon, même quand les gens le nient, le fait est là. Mais en même temps, il y a une musique dans Hélène de Tournon de la langue qui n'est pas désagréable. Mais il y a d'autres influences. Et alors je termine, parce qu'on ne peut pas les citer tous. Moi, j'ai repéré ceux qui me semblaient les plus connus. C'est Potvin, Charles Potvin, qui était journaliste, mais aussi dramaturge, lui. Potvin plonge complètement dans ce que j'ai appelé le mythe du XVIe siècle. Et je crois que c'est en 1864, il écrit une pièce qui s'appelle Les Gueux, qui est doublement intéressante. C'est que la pièce n'est pas constituée d'actes, mais de tableaux. Et que ces tableaux renvoient tous à ce qui est quand même très important sous le règne du premier roi, c'est-à-dire à la peinture d'histoire, dont Louis Gallet est un des maîtres. Et donc, si vous allez au musée de Tournai, vous avez notamment un gigantesque tableau où il y a l'abdication de Charles Quint. Et donc, tous les tableaux de Potvin sont en fait, renvoient clairement à des œuvres picturales du Premier Règne qui renvoient elles-mêmes à l'histoire de la Belgique. Et sur la scène, ça se passe comment alors? Je ne suis pas sûr que ça ait été joué. J'ai lu un extrait que j'ai vu et je me demande ce que vous en pensez. Où ils disent, en tout cas à propos de cette littérature belge sous Léopold Ier, disons ça comme ça pour simplifier, leur théâtre et leur vers connaissent à l'époque un réel succès, mais sont devenus aujourd'hui quasiment illisibles. Ils sont devenus... Moi, j'ai lu un texte de Van Hasselt, et franchement, on dirait du Verhaeren de seconde qualité. C'est ça, Donc, c'est des choses dont on doit parler, dont on doit pouvoir parler, qui concernent essentiellement les historiens. Je dis, il y a quand même, sur le romantisme belge, il y a 2 volumes.
qui font chacun 600 pages, de Gustave Charlier. Oui. Là, il y a tout. Mais qu'est-ce qui reste lisible pour le grand public aujourd'hui? Le Gueudemet de Mock, oui. Et donc, il faut pouvoir parler de ça sans honte. C'est comme ça qu'une littérature s'engendre. C'est comme ça qu'on a démarré. Voilà. C'est comme ça qu'on a démarré et qu'on a transformé l'influence française en 50 ans.